Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va explorer une question que je pense beaucoup de familles se posent. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent avec un TDAH? C'est une question qui est absolument centrale et qui peut être source de beaucoup d'interrogations et même d'inquiétudes. Heureusement, aujourd'hui, on a des outils comme l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui nous donnent une fenêtre sur le cerveau. C'est assez incroyable. Et notre but aujourd'hui, c'est bien ça. Essayer de traduire ce que la science nous dit, des choses parfois très techniques, en informations claires, utiles et on l'espère un peu rassurantes aussi. Exactement. Et pour faire ça bien, il faut s'appuyer sur du solide. On va pas parler d'une petite étude isolée qui aurait trouvé un résultat un peu spectaculaire et puis voilà. Non, on va plutôt regarder des synthèses géantes en fait. Celles qui compilent des dizaines, voire des centaines d'études du monde entier. On appelle ça des méta-analyses ou des méga-analyses. C'est ça. C'est un point de départ qui est crucial. Il faut imaginer que chaque petite étude, c'est une photo prise sous un angle différent. Certaines sont un peu floues, d'autres se contredisent. D'accord. Alors que ces grands projets, comme le consortium international Enigma ou la grande étude américaine ABCD, eux, ils rassemblent des milliers de photos. Et ça permet de créer une image composite beaucoup plus nette et plus fiable. Et c'est sur la base de ces travaux-là, publiés dans des revues de référence comme The Lancet Psychiatry, qu'on va pouvoir discuter. Tout à fait. Le décor est planté. Mais avant de regarder cette image nette, peut-être qu'il faut se rappeler d'où l'on vient. Parce que pendant des années, la recherche en imagerie sur le TDAH, c'était un peu le grand bazar, non Efre? C'est le mot juste, oui. Un grand bazar. Et il y avait plusieurs raisons à ça. Lesquels, par exemple? La première, c'est que la plupart des études étaient menées sur de tout petits groupes, disons 20, 30 participants. Or, le TDAH, c'est incroyablement hétérogène. Deux enfants avec ce diagnostic peuvent être radicalement différents. Donc, chercher un point commun sur un si petit groupe, c'est presque mission impossible. C'est comme essayer de décrire le climat d'un pays en ne regardant qu'une seule journée. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, il y avait aussi un autre problème. J'imagine que chaque labo avait ses propres appareils, ses propres réglailles. Exactement. Les technologies, les méthodes d'analyse, tout ça variait énormément. Et il y a aussi un phénomène plus subtil qu'on appelle le biais de publication. Le biais de publication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez simple en fait. C'est la tendance à publier plus facilement les études qui trouvent une différence, plutôt que celles qui n'en trouvent pas. Ah oui, un article qui dit « on a cherché et on n'a rien trouvé », c'est moins vendeur. Voilà. Du coup, les études qui trouvaient une différence, même si c'était parfois juste par hasard, avaient plus de chances d'être publiées. Et ça a longtemps faussé la vision d'ensemble. On ne voyait que la partie émergée de l'iceberg, en somme. Et c'est là que ces méga-analyses changent complètement la donne. C'est une véritable révolution méthodologique. En agrégeant les données de milliers de personnes, on arrive enfin à séparer, disons, le vrai signal du bruit de fond. Ça nous donne une vision beaucoup plus juste. Alors justement, allons-y. Que nous apprend cette vision plus juste sur la structure même du cerveau, sur son hardware, si on peut dire? Alors la toute première chose, et ça c'est un consensus qui émerge vraiment de toutes les grandes études, c'est l'importance de l'âge. C'est capital. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les différences cérébrales qu'on observe, elles sont surtout marquées chez les enfants. Elles ont tendance à s'atténuer et parfois même à disparaître à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Ça, c'est une information qui est énorme. Est-ce que ça veut dire que le cerveau rattrape une sorte de décalage? C'est l'hypothèse la plus solide aujourd'hui, celle d'un retard de maturation cérébrale. Le cerveau ne se développerait pas de manière anormale ou abîmée, mais il suivrait une trajectoire de développement qui lui est propre, avec un certain décalage dans le temps. D'accord. C'est une idée très forte. Et si on zoome un peu plus, chez les enfants, quelles sont les différences les plus robustes qu'on observe? On parle souvent du cortex, cette couche externe du cerveau. Oui, et la découverte la plus solide, qui est confirmée par des études très récentes, comme celle de Heider en 2023, elle concerne la surface de ce cortex. La surface. Oui, chez les enfants avec TDAH, cette surface est, en moyenne, légèrement plus petite. Et ça, c'est surtout vrai dans les régions frontales, temporales et singulaires, qui sont des carrefours pour l'attention et le contrôle de soi. Pour se faire une image, on pourrait dire que si on dépliait le cortex comme une grande feuille de papier toute froissée, C'est ça. Mhm. cette feuille serait juste un tout petit peu moins étendue. C'est une analogie parfaite. Et ça aide vraiment à comprendre qu'on ne parle pas d'une lésion ou d'un trou, mais d'une différence de proportion. C'est beaucoup plus subtil.
Et pour l'épaisseur de cette feuille alors? Alors là, les résultats sont moins clairs. Certaines études trouvent un cortex un peu plus fin à certains endroits, mais ce n'est pas un résultat aussi constant que celui sur la surface totale. D'accord pour la surface. Mais un cerveau, ce ne sont pas que des neurones, ce sont aussi tous les câbles qui les relient. Ces autoroutes de l'information, est-ce qu'elles sont différentes aussi? Effectivement, on peut les visualiser avec des techniques d'imagerie spécifiques. Et là aussi, plusieurs études récentes suggèrent que la microstructure de ce qu'on appelle la substance blanche, donc ce fameux câblage, est différente. Donc là aussi, une maturation qui se fait un peu différemment. C'est l'idée. Une maturation et une organisation qui suivent un rythme propre, notamment pour les grandes voies qui relient l'avant et l'arrière du cerveau. Bon, si je résume cette partie hardware, on a des différences subtiles, surtout chez les enfants, qui pointent vers un décalage de maturation. Une surface de cortex un peu moins grande et un câblage qui s'organise un peu différemment. C'est une très bonne synthèse. Mais au-delà des murs et des câbles, ce qui compte, c'est comment le courant passe. Qu'est-ce qu'on sait sur le fonctionnement, sur la communication entre les différentes régions? On touche au cœur du sujet. L'idée qui domine aujourd'hui, c'est que le TDAH, ce n'est pas un problème localisé dans une seule zone, mais plutôt un trouble de la connectivité. La connectivité. Oui, c'est la synchronisation, la communication entre différents grands réseaux de neurones qui seraient atypiques. Et ça, on peut le voir même quand la personne ne fait rien de particulier, quand son cerveau est au repos. Absolument. Et c'est là qu'on observe des choses fascinantes. Par exemple, on voit souvent une connexion plus forte que la normale entre le réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut, c'est le réseau qui s'active quand on est dans la Lune, quand on laisse nos pensées vagabonder. Exactement. Et ce réseau est donc plus connecté avec les réseaux de l'attention, ceux qui sont censés prendre le relais quand on doit se concentrer. Ah d'accord, c'est comme si les réseaux de la rêverie avaient du mal à se mettre en sourdine et venaient un peu brouiller la ligne du réseau de la concentration. C'est une très bonne image. Ça donne une explication très concrète à cette sensation de se laisser happer par la moindre distraction. Et il y a une découverte encore plus récente, publiée en 2024, par une équipe autour de Luc Norman, qui vient bousculer encore plus nos idées. Ah oui, hein? C'est une méga-analyse sur près de 10 000 jeunes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'a pas trouvé un manque de connexion. Au contraire. Qu'est-ce qu'elle a trouvé alors? Elle a trouvé des connexions plus fortes que la normale. Une hyperconnectivité entre des structures très profondes du cerveau, qu'on appelle le striatum, et plusieurs régions du cortex. Attendez, hyperconnectivité. On a tellement l'habitude d'entendre parler de déficit d'attention, de manque de quelque chose, ça change complètement la perspective. Ça change tout. Ça va à l'encontre de l'idée simpliste d'un cerveau sous-connecté. Mais alors comment on peut comprendre ça? Plus de connexion, ça devrait être mieux, non? C'est là qu'une autre analogie peut aider. Imaginez une salle de réunion. Le problème, ce n'est pas que les gens ne se parlent pas, c'est qu'ils se parlent peut-être trop fort et tous en même temps. Ah d'accord. Il y a une sorte de brouhaha de fond. C'est ça. La communication est plus intense, mais elle est moins bien organisée, moins bien régulée. Ce brouhaha rend très difficile de se concentrer sur une seule conversation ou sur une seule tâche. Donc on n'est pas face à un cerveau moins connecté, mais à un cerveau connecté différemment. Cette image de la salle de réunion est très parlante. Mais alors, ça soulève une question. Si le problème, c'est ce brouhaha, cette hyperconnectivité, pourquoi les traitements médicamenteux, qui sont souvent des stimulants, fonctionnent-ils? On aurait l'impression qu'ils vont juste augmenter le volume. C'est une excellente question. L'hypothèse la plus probable, c'est que ces médicaments n'augmentent pas le volume global. Ils agissent plutôt comme un modérateur dans la réunion. D'accord. Ils aident à mieux filtrer les signaux. Ils renforcent la communication qui est pertinente pour la tâche en cours et en même temps, ils diminuent le bruit de fond. Ils transforment le brouhaha en une conversation plus structurée. C'est beaucoup plus clair. Bon, on a parlé de structure, de maturation, de connectivité. C'est passionnant. Mais revenons un peu sur Terre. Pour les familles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations au quotidien? C'est la question la plus importante. Et le premier message, le plus fondamental, c'est un message de validation. La recherche le confirme sans la moindre ambiguïté. Le TDAH a une base biologique. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une conséquence de l'éducation. C'est dans le cerveau. C'est dans le cerveau. Le cerveau se développe et fonctionne différemment. Et la science peut aujourd'hui le montrer. C'est un message qui est, je crois, profondément déculpabilisant. Et ça doit aussi aider à mettre des mots sur des comportements qui peuvent être tellement déroutants pour l'entourage, j'imagine.
Absolument. Les régions dont on a parlé, le cortex préfrontal, le striatum, ce sont les chefs d'orchestre des fonctions exécutives. C'est notre capacité à planifier, à nous organiser, à freiner une impulsion, à réguler nos émotions. Tout ce qui est si difficile dans le TDAH. Exactement. Quand on comprend que l'architecture et la communication de ces régions sont atypiques, on comprend soudain beaucoup mieux pourquoi c'est si compliqué de gérer son attention, de contrôler ses réactions ou juste de commencer ses devoirs. Ça donne un sens biologique aux difficultés du quotidien, c'est essentiel. Mais il faut aussi être très clair sur ce que la science ne peut pas faire aujourd'hui. C'est un point crucial. La première limite, et il faut vraiment le marteler, une IRM ne permet pas de poser un diagnostic de TDAH. Ah non, on ne peut pas aller faire un scanner et demander au radiologue, alors, on le voit le TDAH? Non, absolument pas. Et la raison est simple. Toutes les différences qu'on a décrites, ce sont des moyennes statistiques, calculées sur des milliers de personnes. Elles sont très subtiles. Donc, à l'échelle d'une seule personne, ça ne se voit pas. C'est ça. À l'échelle d'un seul individu, ces différences sont noyées dans l'immense variabilité qui existe entre tous les cerveaux. On ne peut tout simplement pas voir le TDAH sur une seule IRM. Le diagnostic reste entièrement clinique. Et qu'en est-il de l'intelligence artificielle, du machine learning? On entend parfois qu'on pourrait entraîner des ordinateurs à reconnaître un cerveau TDAH sur une image. C'est un domaine de recherche très actif, très prometteur. On arrive à entraîner des algorithmes qui font un peu mieux que le hasard, mais on est encore très, très loin d'une fiabilité suffisante pour une utilisation en clinique. C'est une piste pour le futur, pas une réalité pour aujourd'hui. C'est très clair. Alors, si on devait synthétiser les grands messages à emporter de cette plongée dans le cerveau TDAH, que faudrait-il retenir? Premièrement, que le TDAH est bel et bien un trouble neurodéveloppemental. Il est lié à des différences subtiles, mais réelles, dans la maturation et la connectivité du cerveau. D'accord. Deuxièmement, que ces différences touchent en particulier les grands réseaux de neurones qui gèrent l'attention, le contrôle des impulsions et la régulation des émotions. Et troisièmement, peut-être le plus important, Ces connaissances sont là pour déculpabiliser les familles, pour valider le vécu des personnes. Ce n'est pas dans la tête au sens figuré, c'est bien dans le cerveau. Et enfin, il faut rappeler que même si la recherche avance à pas de géant, pour l'instant, ça ne change pas les stratégies d'accompagnement qui ont fait leurs preuves. Les aménagements, les approches comportementales et, si besoin, les traitements médicamenteux. ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Pour conclure, on peut dire que la neuroimagerie nous offre une fenêtre qui est absolument fascinante. Elle confirme que le cerveau des personnes avec un TDAH se développe et se connecte d'une manière qui lui est propre, une manière unique. Et même si la science ne nous donne pas encore de baguette magique pour le diagnostic, elle nous aide à mieux comprendre. Et mieux comprendre, c'est la toute première étape pour poser un regard plus juste, plus bienveillant, et donc pour mieux accompagner. Peut-être une dernière pensée à méditer. La recherche s'est beaucoup concentrée sur ce qui est différent, souvent en termes de moins ou de retard. Mais si cette connectivité différente, ce brouhaha créatif dans la salle de réunion, représentait aussi, dans certains contextes, des avantages. Ah, c'est une piste intéressante. La science commence à peine à explorer cette question, celle des forces cognitives, comme la créativité ou la pensée divergente, qui pourraient être l'autre face de cette même médaille. L'épisode touche à sa fin. Nous espérons que cette exploration vous a apporté un éclairage utile et bienveillant. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.